Salut Fred. Salut Marc. T'as vu, au début je te disais Frédéric, maintenant je te dis Fred. Je m'installe un petit peu dans notre C'est pas amitié. grave, ça me va très bien. Frédéric, j'ai la chance d'être chez toi. On est fin 2025, c'est bientôt Noël. Tu viens d'écrire un livre qui s'appelle Les 5 piliers de la sagesse chez Albin Michel. On vient de voir dans les épisodes précédents ce que tu y racontes. En gros, tu développes 5 manières d'être au monde qui nous facilitent le fait d'exister, on va dire. Et là, dans ce dernier épisode, Je dirais qu'il nous rend pleinement vivants. Qui nous rend pleinement vivants. Et dans ce dernier épisode, je voulais rappeler que, tu es très intéressé, sensible au vivant. Je pense que c'est pour ça que tu m'as accordé une interview alors que je ne suis qu'un petit podcasteur, c'est pas le JT de France 2. Faut pas dire ça, mais simplement le thème de ce que tu traites me touche. Ok. Eh ben, je pense que ça touche beaucoup de gens et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Frédéric, je rappelle, parce que j'ai peur d'oublier de le faire à la fin, que tu as, cofondé plusieurs associations en lien avec le vivant. Je te prie de m'excuser, je ne retrouve pas leur nom. Environnement sans frontières. Ouais. J'avais 30 ans, c'est le moment où on commençait à se préoccuper de l'écologie. J'ai créé cette association avec des amis. Avec Hubert Reeves. Oui, il y avait Hubert Reeves, il y avait Edgar Morin, etc. Et on cherchait déjà à sensibiliser les sphères politiques à la dimension de respect de la planète. Ouais. Et puis, après, ça a duré quelques années, puis on n'a pas pu s'en occuper assez, et elle s'est arrêtée. Et j'ai créé Ensemble pour les animaux, il y a une dizaine d'années. Là, c'est plutôt l'idée de mieux faire connaître aussi la souffrance animale et de se battre pour le bien-être animal en regroupant ce que font, en fédérant, en essayant de créer du lien entre toutes les associations, tous ceux qui se battent et qui souvent se battent séparément, ne s'entendent pas. Ouais. Et donc, moi, je connais toutes les associations, aussi bien L214, 30 millions d'amis, etc. Et tout, et j'avais envie de créer du lien. Ouais. Et puis, j'ai créé l'association SEV, Savoir-être et vivre ensemble, parce que là, je pense que la clé de tout, c'est l'éducation. Si on veut avoir des générations futures qui respectent le vivant et qui respectent les humains d'ailleurs aussi, eh bien, il faut commencer la philosophie dès l'école primaire. Et donc, dans cette association, on forme des animateurs, qu'ils soient enseignants ou non, pour faire des ateliers de philosophie avec les enfants. Tu sais, Montaigne nous disait déjà, l'éducation, ça ne devrait pas viser simplement à faire des têtes bien pleines, on apprend plein de choses, mais des têtes bien faites. C'est-à-dire apprendre aux enfants à bien penser, à juger par eux-mêmes, à avoir un discernement. Et je crois que c'est la clé de tout. Il faut que les enfants d'aujourd'hui aient encore plus qu'avant peut-être du discernement, un esprit critique, une capacité de penser par eux-mêmes, parce qu'on est dans un monde où Internet et l'informatique envahissent tout, et que ça demande encore plus de discernement, de bon sens, critique, de jugeote, de jugement, etc. Et pour pas se laisser manipuler par toutes les fake news, par toutes les injonctions sociétales, par la publicité, le marketing, etc. Et donc là-dessus, on fait des ateliers de philo avec les enfants, on leur apprend à développer leur pensée critique. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On a formé plus de 7000 animateurs en 10 ans. Il y a plus de 300 000 enfants qui ont été touchés par ces ateliers philo. Ça continue de se développer. On a un agrément avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc l'idée, c'est que la philosophie, on la commence pas en terminale, mais on commence par faire des ateliers de réflexion philosophique dès l'école primaire. Bah, chapeau. Et j'ai aussi créé l'année dernière la Maison des Sagesses. C'est-à-dire qu'en fait, quand on forme des animateurs à faire des ateliers philo, etc. et tout, souvent, ils ont besoin de se former en philosophie. Ils n'ont pas assez de concepts philosophiques. Et du coup, j'ai créé la Maison des Sagesses. En fait, c'est une école de philosophie ouverte à tous, dans lequel il y a à la fois des cours en ligne, c'est-à-dire des webinaires, toutes les semaines, tous les jeudis soirs. Il y a un prof de philo qui fait un cours sur un sujet. Et puis, il y a des séminaires où on va passer 3 jours ou une semaine pour philosopher dans la nature, pour réfléchir dans un cadre naturel. Et puis, il y a des colloques. On a fait un grand colloque sur Jung, par exemple, à la Maison de la Chimie. Il y a 900 personnes qui étaient là pour découvrir la pensée de Jung. Et le prochain colloque, qui aura lieu dans un an, ce sera la philosophie comme art de vivre. Et donc, il s'agit de transmettre de la philosophie au plus grand nombre, puisque j'ai retenu cette injonction de Diderot qui disait « il est urgent de rendre la philosophie populaire ». Donc, pas que les enfants, mais les adultes aussi ont besoin de se former en philosophie. C'est pour ça que j'ai créé la Maison des Sagesses. C'est bien noté, Frédéric. Je voudrais avoir ton avis sur le fait que, tu sais, dans beaucoup de sociétés, ce qu'on appelle les premières sociétés, tu sais, que ce soit les aborigènes, en Amazonie, etc., dans plein de sociétés, je pense aux Inuits aussi, le lien entre l'humain et le non-humain, il est encore très horizontal, comme ce fut longtemps le cas, notamment dans la préhistoire. Tu sais que notre espèce est jeune, elle a que 300 000 ans, Homo sapiens, et pendant très longtemps, nous étions malgré tout à égalité avec ce vivant. Aujourd'hui, c'est terminé, il y a une verticalité qui s'est installée avec notre nouvelle ère, qui s'appelle l'Holocène. Depuis 12 000 ans, les premiers agriculteurs ont commencé un peu à thésauriser, à rassembler. Ça a été le début des jalousies, des guerres, de beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, cette nouvelle ère géologique dans laquelle on est. Et depuis, l'animal et même les plantes sont devenus un autre, soit un exploité, soit un partenaire plus ou moins exploité, ou soit un choupi. Ce que je résume par assiette,
Assiette, c'est ce qu'on mange. Canapé, c'est de petits caniches ou optionnel. Là, tu dis, ah bah c'est beau, on garde, c'est gênant, on défouraille, on retire. La question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'on a perdu symboliquement, psychologiquement, à avoir rompu ce lien ancien? Comment tu vois ça, toi? Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as énoncé d'un point de vue historique. Pour moi, je dis le plus grand tournant et le plus désastreux pour l'histoire de l'humanité, c'est le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire qu'on a quitté un mode de vie chasseur-cueilleur dans lequel on vivait dans des petits groupes, dans lequel on se sentait inséré dans la nature. Et on faisait partie de la nature. Il y avait une dimension horizontale. Et la sédentarisation, le développement de l'agriculture et de l'élevage a complètement transformé nos modes de vie et on s'est senti supérieur à la nature. On a remplacé les esprits invisibles de la nature que le chaman contactait par la transe, etc., par les dieux et les déesses de la cité. Et on est rentré dans un monde vertical, avec une hiérarchie. Au-dessus, il y a les dieux, en dessous, il y a le monde naturel, au milieu, il y a l'être humain, qui participe, je dirais, aux dieux, et qui a pour mission, donnée par les dieux, de dominer la nature. Et c'est cette conception-là dont on n'est pas sorti, même si on est plus religieux, on a toujours cette conception qu'on est supérieur, en fait, aux autres vivants, et on ne fait plus partie de la nature, on en est sorti, et on l'a dominé, et ça s'est fait par étapes, parce qu'il y a eu aussi l'avènement du monothéisme, qui a rajouté une couche. Il y a eu le cartésianisme. Laquelle couche? La couche, c'est l'idée que le Dieu est totalement extérieur au monde. Et donc, il est transcendant au monde et il a créé le monde pour l'être humain. Et donc, l'être humain est là comme une sorte de gérant, de gardien de la nature, du monde. Et il a cette mission supérieure, en fait, de gouverner le monde. C'est la Genèse, tu domineras la nature. Ouais. Et puis, le cartésianisme, qui va aller encore plus loin, qui sépare complètement, qui nous dit le monde vivant, en fait, il est inanimé. Tu te rends compte, cette phrase, Descartes nous dit, un chien, un animal qui hurle, il ne souffre pas, c'est comme une horloge qui grince. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a fait du monde vivant des animaux, des arbres, des plantes, des objets. Des ressources, des machines. Des ressources et des machines. Et le capitalisme ultralibéral va s'engouffrer dans cette conception cartésienne dans lequel on considère qu'on peut exploiter toute la planète, toute la nature, tous les êtres vivants à notre service. J'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on a perdu ? En fait, on a perdu ce lien vital avec la nature. C'est-à-dire qu'on la considère comme extérieure à nous. Donc c'est un lieu où on se promène, c'est un environnement. Mais je déteste cette expression. Quand on parle de l'environnement, non, il faut parler de la planète, il faut parler de la nature. Mais ce n'est pas un environnement joli dans lequel on se promène. Et on doit avoir un lien vital avec cette nature. Et c'est pour ça que le fait de vivre en ville, on a coupé, on a perdu ce lien. Moi, je vis à la campagne depuis toujours. Je ne peux pas me séparer de la nature. Quand je reste à Paris, au bout de 3-4 jours, je n'en peux plus. J'aime la culture, j'aime la beauté de cette ville, j'aime aussi la culture, mais j'ai besoin de ce lien vital avec la nature. Je reviens chez moi, j'ai une petite maison en Corse au bord de mer et je suis dans le maquis, mais j'adore être en lien avec la nature, les animaux, la mer, etc. J'ai besoin des forces de la nature, puis c'est ça qui me ressource, c'est ça qui me donne de l'énergie, c'est ça qui me permet de contempler, d'admirer, d'être en lien avec le monde dans lequel je suis. Je te pose une question taquine. Dis-moi que tu vas en Corse en ferry plus train. Non, alors tout à fait, j'assume, effectivement, je vais en Corse en avion, parce que malheureusement c'est très compliqué, et même le ferry, je vais te dire, ça pollue plus que l'avion, c'est pire, donc il vaut mieux en fait, il vaut mieux, idéalement si je pouvais vivre, non pas sur une île, mais il se trouve que j'adore cette île. Après, je reconnais, dans la vie, tu sais, on fait tous des compromis, et les gens qui te disent je fais aucun compromis, souvent ça fait peur, ils sont un peu dangereux, c'est souvent des gens très extrémistes, et donc moi j'assume, je fais des compromis par rapport à des valeurs fortes. Alors les compromis que je fais, je prends l'avion de temps en temps, effectivement, parce que j'ai envie d'aller dans ce lieu-là ou que je souhaite visiter un pays, donc je prends l'avion de temps en temps, et je mange de temps en temps des animaux. Donc je suis flexitarien, c'est-à-dire que j'achète plus jamais de viande, par exemple, mais j'adore de temps en temps faire un bon poisson grillé, voilà. Donc j'ai encore des compromis par rapport à ce qui serait un idéal. Dans l'idéal, j'aimerais bien ne plus bouger de chez moi, j'aimerais bien ne plus jamais manger d'animaux, j'aimerais bien ne pas utiliser Internet, ni ChatGPT, j'aimerais bien, mais je ne peux pas le faire. Et donc, je fais des compromis et j'essaye par ailleurs de faire des efforts dans plein de domaines. Donc je disais par exemple, voilà, je ne vais plus manger des viandes issues de l'élevage industriel intensif, j'ai des panneaux solaires, j'essaye de faire ce que je peux pour moins polluer, mais j'arrive pas à être totalement dans l'idéal. Qu'il est certaines personnes qui te font la morale toute la journée, qui te disent vous devriez être vegan, ne plus prendre l'avion. Mais souvent ces personnes-là, elles vont utiliser Internet toute la journée, elles ne se rendent pas compte ou elles n'assument pas que ça va aussi avoir un impact fort sur le réchauffement climatique. Donc à moins de revivre à l'âge de la pierre,
on peut quasiment pas être au fond dans cet idéal de perfection qui nous permettra de n'avoir aucun impact sur la planète, sur le réchauffement climatique, sur la pollution. Très bien, Fred, merci pour ta sincérité et ton humilité. Je mets mes dernières forces, mes dernières questions dans cette, j'allais dire bataille, c'est pas une bataille, c'est une conversation pour l'instant entre amis, tout va bien. Te demander dans quelle mesure le fait de contempler le vivant, de s'émerveiller, juste qu'il soit là autour de nous, peut être un chemin vers une meilleure connaissance de soi. Est-ce que tu vois les choses comme ça ? Bien sûr, je crois que la nature est maîtresse de vie, elle est pleine de sagesse. Comment fonctionne la nature ? Elle fonctionne par collaboration. Elle ne fonctionne pas par compétition. C'est essentiellement la collaboration qui fonctionne. Il y a un peu des deux quand même. Il y a un peu des deux, mais ce qui domine, c'est la collaboration. On voit que les arbres sont en lien avec les autres plantes. On voit que très souvent, il y a des interactions entre les espèces qui collaborent pour qu'un écosystème fonctionne. Même si on va se bouffer les uns les autres, hein, dans la nature, le vivant mange les autres vivants. Mais tout ça est au profit du tout. C'est-à-dire que ça sert toujours l'intérêt collectif, l'intérêt général d'un écosystème. Or, l'être humain est devenu une espèce de virus qui est en train de détruire l'ensemble des écosystèmes planétaires. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui se passe dans la nature ? Lorsque dans un petit écosystème, tu as un être qui devient dangereux pour l'ensemble de l'écosystème, il est éjecté, il est détruit par cet écosystème. On voit ça dans le monde marin, par exemple, c'est très fort. Mais moi, je me dis, si on continue comme ça, la planète va nous éjecter. C'est-à-dire comme un virus dangereux. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on ait des catastrophes écologiques de plus en plus grandes qu'on aura provoquées finalement. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ouais. C'est-à-dire que là, je ne serais pas étonné qu'il y ait des virus qui déciment entièrement l'humanité ou des catastrophes écologiques beaucoup plus grandes que ce qu'on connaît. Donc là-dessus, effectivement, on est dans une utilisation, une domination de la nature qui fait qu'on a perdu la sagesse de la nature qui fonctionne en collaboration. Et comme on n'est que dans la domination et la compétition et la tyrannie, on va le payer très cher. J'ai envie de te parler de mort. On arrive à la fin de notre entretien, Fred, encore juste quelques questions. J'ai envie de te parler de mort pour te dire que la mort, tu le sais, elle structure l'ensemble du vivant, elle est très nécessaire. Elle est nécessaire. Elle est très nécessaire. On ne pourrait pas vivre si on était immortel sur Terre. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on pourrait finir par l'envisager non pas comme un scandale, mais comme un principe d'équilibre ? Comment tu vois les choses ? Mais évidemment, la mort fait partie de la vie. Le drame en Occident, c'est qu'on oppose la vie et la mort. Mais si tu poses la question en Inde, demande à n'importe quel Indien dans la rue, quel est l'opposé de la mort ? Il va jamais répondre la vie. Il va répondre la naissance. En fait, la naissance et la mort sont deux passages, sont deux moments de la vie. Mais on n'oppose pas la mort et la vie. Et d'ailleurs, nous n'avons conscience du prix de la vie que parce que nous sommes mortels. Si nous étions immortels, nous ne saurions pas que la vie est précieuse et qu'elle est si importante. Tu sais, je fais des ateliers philo avec les enfants sur ce thème-là. Mieux vaut-il être mortel ou immortel ? Eh bien, les enfants me disent tous, il vaut mieux être mortel. Pourquoi ? Première raison, parce que si on était immortel, on serait beaucoup trop nombreux sur Terre. On ne pourrait pas vivre, comme on l'a dit, avec des centaines de milliards d'individus qui se reproduisent en permanence. Deuxième raison, heureusement qu'on est mortel, parce que sinon les méchants seraient toujours là sur Terre. Il y a toujours des dictateurs, Hitler serait toujours là, Poutine serait indéfiniment là, Trump serait réélu indéfiniment. Et donc heureusement que les méchants, les dictateurs meurent. Troisième raison, heureusement qu'on est mortel, parce que si on en a marre de la vie, on ne pourrait pas la quitter. Et je trouve que c'est important de dire ça, qu'effectivement, on peut décider de quitter la vie. Je pense que c'est un choix fondamental, une liberté fondamentale. Et quatrièmement, eh bien, heureusement qu'on est mortel, parce que sinon, on remettrait toujours à plus tard les choses importantes. Et ça, c'est très vrai. C'est parce qu'on sait qu'on est mortel qu'on va aller vers l'essentiel. Sinon, on se dirait, ça c'est important, mais je le ferai plus tard. Et on passerait notre vie dans la distraction ou dans la sécurité. Et donc, pour toutes ces raisons, je dirais comme Montaigne, je compense la brièveté nécessaire de cette existence par l'intensité que je mets dans tout ce que je fais. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Quand je mange, je mange. Eh bien, compensons la brièveté par la qualité de vie, la qualité des relations, la qualité de notre travail, de nos activités. Et c'est en vivant intensément qu'on vivra bien. Une vie bonne, c'est pas vivre très longtemps avec des antidépresseurs, c'est vivre le temps qu'on a à vivre de manière qualitative, avec joie, et en essayant d'être utile aux autres. Frédéric, techniquement, un dernier mot sur la mort. Tu sais qu'au moment des adieux, la plupart des humains infligent un dernier doigt d'honneur aux vivants, puisqu'on ne rend pas les molécules, les atomes que la vie nous a prêtés, puisque tu sais très bien que quand on nous enterre à plusieurs mètres sous terre ou qu'on nous crématise, dans les deux cas, beaucoup de carbone rejeté, et surtout, on ne rend pas nos atomes à la vie. Est-ce que toi, ma question, c'est est-ce que toi, moi je fais partie d'une asso qui s'appelle Humo Sapiens, qui envisage le fait d'humuser les corps après la mort, est-ce que toi, tu envisagerais de donner ton corps
au sol pour pour que tes atomes soient. Alors moi, tu sais ce que j'aimerais? Ouais. J'aimerais déjà donner mes organes à des gens à qui ça pourrait être utile, et j'aimerais que tout le reste soit mis dans un linceul blanc à même la terre. Je ne supporte pas l'idée d'être en boîte, effectivement, d'être coupé de la nature. J'aimerais être enterré à même le sol. Je ne sais pas si c'est légal et si on a le droit de le On n'a faire. pas le droit en France. Ouais, ben c'est tellement dommage parce que vraiment je rêverais de ça. C'est légal dans quelques États aux États-Unis. Ah oui, bah alors du Et coup. pas en Corse. En Corse, tu sais, ils ont autre chose. Eux, ils sont inhumés dans leur jardin, hein. Ils ont le droit d'avoir des concessions familiales. Mais oui, tu as plein de tombes qui sont dans les terrains privés. C'est une spécificité de la Corse. Par contre, effectivement, c'est toujours des trucs en pierre. En fait, il y a des cercueils dedans. Donc, il faudrait aller plus loin, effectivement, et qu'on soit à même le sol. Je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on retrouve la terre. Mais effectivement, j'aimerais commencer par donner mes organes parce que je trouve qu'on sait qu'on peut vraiment sauver des vies de gens jeunes en donnant ses organes. C'est dommage de ne pas le faire. Frédéric, c'est mes toutes dernières questions. Je te libère dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace? Pas du tout. Ok. Rien ne me vient en tête. On va gagner du temps. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose jamais, ou en tout cas que moi je t'ai pas posée aujourd'hui, que tu aurais aimé que je te pose? Pas du tout. Super. Et la toute dernière question, Frédéric, c'est que tu sais que le titre du média que j'ai fondé, c'est Baleine sous gravillon, qui est techniquement... Je comprends rien à ce titre, hein. Alors je t'explique, Baleine sous gravillon, techniquement c'est ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire une exagération à vocation comique d'une expression que tu connais, qui est anguille sous roche. L'anguille est devenue une grosse baleine et la roche est devenue un petit gravillon. Donc elle est là l'hyperbole à vocation comique, Oula. baleine sous gravillon. Tu sais qu'il y a une expression un peu miraculeuse. Il y a des gens qui la connaissent pas du tout, c'est ton cas et je t'en veux pas du tout, tout va bien. Il y a des gens qui pensaient être les seuls à l'utiliser dans leur cercle d'amis et donc ce qui rend ce titre encore plus merveilleux parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a d'autres qui le connaissent. Non, mais l'utilisent. il est très bon. Et puis il y en a qui connaissent. Donc à la lumière de ça, je voudrais juste que tu m'offres un peu ce que voilà. Et en plus c'est bien parce que ta réponse va être très naïve au sens statistique. C'est-à-dire que toi, tu l'avais pas, et maintenant peut-être que tu l'as. Qu'est-ce que t'inspire ce titre par rapport à ton dernier livre, Les 5 piliers de la sagesse, ou dans l'absolu? Je vais avoir du mal à te répondre spontanément parce qu'il faudrait que je réfléchisse. Là, spontanément, rien ne me vient. Mais si je prends le temps de la réflexion, je pourrais trouver après une réponse qui sera plus pertinente. Aucun souci. Frédéric, je voudrais qu'on se quitte sur quelques petits conseils que tu pourrais nous donner sur, à part les tiens, quel livre tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent, ou tout simplement quelle citation, que tu nous fasses un dernier cadeau de connaissances. Bah, écoute, on a parlé tout à l'heure de l'acceptation, que c'était extrêmement difficile, etc. Il y a une personne que j'admire énormément qui s'appelle Iti Ilsoum. Iti Ilsoum, c'est une jeune femme néerlandaise qui est morte à l'âge de 27 ans à Auschwitz, une jeune femme juive déportée. Et elle a écrit des lettres dans un camp de transit qui était à Westerbroek avant d'aller à Auschwitz, bouleversantes, dans lequel elle dit « Mes bourreaux n'ont pas réussi à m'enlever mon amour de la vie ». Et ce qu'elle raconte, c'est magnifique. Cette personne qui sait qu'elle va mourir, qui est dans un camp de concentration, nous parle de la joie de vivre et de l'amour de la vie, comme j'ai rarement lu quelque part, dans un contexte terriblement tragique. Ça, c'est le sommet de la sagesse philosophique, et c'est vécu par une jeune femme de 27 ans. On va redire son nom. Ça s'appelle Iti Ilsoum, avec un H, Ilsoum, et ça s'appelle Une vie bouleversée. C'est un livre, on a appris tous ses écrits qui étaient publiés 40 ans après sa mort, qu'on a redécouvert. Et dans cette vie bouleversée, il y a les lettres de Westerbroek, qui sont les lettres qu'elle a envoyées à ses amis dans ce camp de concentration. Frédéric, un immense merci pour ton accueil, pour ta gentillesse, pour toutes ces pensées que tu as partagées avec nous. J'espère te recroiser à l'occasion. D'ici là, prends soin de toi, cher Frédéric. Salut. Avec plaisir, Marc. Vraiment, j'étais très heureux de ce dialogue. Salut. Franchement, c'était très bien. Merci. C'est original, ça change complètement. C'est vrai? Ouais. Pardon, je t'ai Non, pris un non, peu je plus t'en de prie, temps que prévu. Pas du tout, mais ça va, il faut que je parte bientôt. Alors. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia,
pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.